Nous allons revenir à la politique en France. On accueille Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui veut nous rejoindre sur ce plateau après le résultat des élections législatives. Bonjour Madame Binet, je vous en prie, installez-vous juste ici. François Clémenceau va vous présenter le tabouret. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Madame Binet, alors vous prévenez avec la CGT que les drapeaux, quelle que soit l'issue des négociations à l'Assemblée nationale, les drapeaux resteront de sortie et la mobilisation sociale également. Avant qu'on entre dans le détail de ce que vous avez prévu ou pourrez prévoir, comment vous analysez cette lettre d'Emmanuel Macron, écrite donc à nous tous ce matin, pour demander une coalition au-delà des partis et au-delà des postes ? Écoutez, je suis très inquiète parce que je crois qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas compris qu'il est président de la République et que quand on est président de la République, on doit être garant du respect des institutions, garant du respect de la démocratie et des urnes. On doit rassembler le pays au lieu de jeter des bidons d'essence à chaque fois qu'il y a des incendies. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il n'est même plus crédible dans son propre camp qui est en train d'exploser et qu'il joue une partition uniquement partisane. Là, il faut qu'il entende le résultat des urnes. Il a deux choses toutes simples à faire. La première chose, c'est demander à la force qui est arrivée en tête aux élections dimanche de désigner un Premier ministre. Et la deuxième chose, c'est de laisser faire le Parlement et la démocratie parlementaire pour trouver des majorités de projets sur les réformes à faire pour le pays. Ce que dit le président de la République dans ce courrier, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Il dit en fait il y a 3 blocs, il n'y a pas vraiment de majorité, c'est le choix des Français. Je crois qu'Emmanuel Macron, il faut qu'il sorte du déni. Il a perdu les élections et donc il y a une force qui est arrivée en tête. Lui s'est fait sévèrement battre parce qu'ils ont perdu 100 députés et donc maintenant il faut respecter le résultat des élections. C'est pas possible. Il n'y a pas de force majoritaire, Madame Binet. Ne jouons pas sur les mots. Vous avez raison. Hein. Oui. Il n'a pas gagné. Ça, c'est. Bien sûr. Mais il peut répondre également. Personne n'a gagné dans la mesure où, dans la logique française, il faut avoir 289 députés pour. Oui, la majorité. Mais il me semble que c'était son cas aussi. Hein, donc il sait ce que c'est de gouverner avec une majorité relative. Donc il y a un gouvernement. Il n'y a pas de majorité tout court. Là, c'est très très relatif. On est en dessous de 200 sièges. C'est ce qui se pose question. Bien sûr. Parce que si un gouvernement du nouveau Front populaire, il va être renversé immédiatement par une motion de censure. Il y a ça aussi derrière. Sauf si ce gouvernement arrive à construire des majorités de projets sur ces différents projets. C'est ce qu'il faut que le gouvernement travaille. Mais ça sera le problème du nouveau gouvernement. Et donc qu'Emmanuel Macron laisse ce nouveau gouvernement faire son travail, construire des majorités de compromis avec l'Assemblée nationale. Et encore une fois, les députés ont montré qu'ils étaient capables de se mettre d'accord en dehors des camps différents. Ils ont réussi à se mettre d'accord contre Emmanuel Macron à plusieurs reprises, puisque si on les avait laissés voter, ils auraient voté contre la réforme des retraites et contre la réforme de l'assurance chômage. Oui, mais sauf que le nouveau Front populaire répond le programme. Tout le programme, rien que le programme. Donc on n'est pas vers des compromis. En tout cas, quand on les écoute pour l'instant, il n'y a rien qui est tendu. Il n'y a aucune main tendue en direction des autres députés qui ne sont pas dans le nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire est, à ma connaissance comme à la vôtre, en train de se réunir pour faire une proposition de Premier ministre. Je pense que Emmanuel Macron doit prendre acte du fait qu'il a perdu, doit nommer le Premier ministre qui sera proposé par le nouveau Front populaire et laisser le nouveau Front populaire travailler avec l'Assemblée pour construire des majorités. Ce qui est clair, c'est que le message du vote dimanche, c'est que les électeurs ont sanctionné la politique d'Emmanuel Macron, la violence de sa politique économique et sociale et la violence de ses méthodes antidémocratiques et de son autoritarisme. Et donc là, il faut redonner le pouvoir au Parlement, le pouvoir à la démocratie sociale et arrêter de tout faire depuis son château. On a l'impression d'avoir Louis XVI qui s'enferme à Versailles. Là, il faut écouter le pays et arrêter d'être aussi déconnecté du pays. C'est pas possible, ça. Vous êtes inquiète, c'est-à-dire vous pensez qu'il peut y avoir une réaction dans l'opinion quand vous lisez cette lettre, vous vous dites ça va susciter quelque chose ? Oui, je suis très 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 inquiète parce que je pense que ce dont a besoin le pays, c'est d'apaisement et de rassemblement et qu'Emmanuel Macron fait tout l'inverse. Comme à chaque crise, c'est toujours la même chose avec lui. Quand il y a une crise, quand il y a un incendie, au lieu de sortir pour l'éteindre, il jette un bidon d'essence dessus. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Son courrier, il suscite une grande colère. Et donc, oui, s'il ne respecte pas le résultat des urnes, il risque encore une fois de plonger le pays dans le chaos. C'est pas possible, ça. Oui, il y a des Jeux Olympiques qui démarrent là dans quelques jours. La CGT est puissante dans des entreprises qui sont indispensables à la réussite des secteurs qui sont indispensables à la réussite de ces JO. L'énergie, les transports, par exemple. Est-ce que nous aurons des Jeux Olympiques calmes, Madame Binet, ou faut-il craindre, le secrétaire général de la CGT, faut-il craindre des mouvements sociaux ?
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que les citoyennes et les citoyens qui ont pris les choses en main depuis plusieurs semaines pour éviter le chaos qu'Emmanuel Macron avait organisé, puisque c'est quand même lui qui a organisé tout ce chaos, c'est lui qui a déclenché ces élections dans un moment catastrophique alors que l'extrême droite était en tête et qui était prêt à leur donner les clés du pays. Et ça a été rendu impossible grâce à notre mobilisation, donc on ne le laissera pas faire. Et là, par exemple, ce qui s'est passé hier soir, c'est que dès réception de sa lettre, la CGT des cheminots a décidé d'appeler à des rassemblements le 18 juillet devant toutes les préfectures et devant l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faut toutes et tous rejoindre ces rassemblements pour mettre l'Assemblée nationale sous surveillance et appeler au respect du vote. Excusez-moi, je voudrais m'arrêter sur la formule parce qu'elle m'interpelle. Là. Mettre l'Assemblée nationale sous surveillance. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Parce qu'on peut l'entendre de deux façons différentes. Hein. Eh bien, en fait, ce qu'il faut continuer à faire, c'est qu'il y ait une pression populaire, une pression citoyenne pour que le résultat des élections soit respecté et qu'on ne reprenne pas les mêmes pour recommencer. Alors justement, je voudrais m'arrêter là-dessus, Madame Binet, parce que vous nous dites, toujours le même slogan, tout changer pour ne rien changer. Ouais. Là, il y a besoin d'un changement dans les politiques économiques et sociales. Et la priorité pour la CGT, c'est d'avoir un gouvernement, quel qu'il soit, qui abroge la réforme des retraites, qui augmente les salaires et qui donne de l'argent pour nos services publics. C'est ces 3 points-là dont on a besoin. En fait, il y a 3 lectures possibles de ce qui vient de se passer pendant les législatives. Vous avez rappelé celle du président de la République. Le RN dit nous avons 10 millions de personnes qui ont voté pour nous, et la gauche dit nous sommes majoritaires. Mais il y a aussi des Français qui ne se reconnaissent dans rien, puisque eux, ils ont voté soit pour leurs idées, soit pour faire barrage. Bref, est-ce qu'il n'est pas temps du compromis ? C'est-à-dire d'entendre que personne n'est d'accord et que du coup, il faut prendre des idées un peu partout pour construire un projet commun. Mais bien sûr qu'il va falloir faire des compromis, puisque le gouvernement, s'il veut pouvoir gouverner, il faut qu'il puisse avoir des votes du Parlement. Donc ça, évidemment que le gouvernement va le faire. Mais Emmanuel Macron, il est quand même bien mal placé pour nous donner des leçons. Parce qu'à 2 reprises, il a été élu grâce à un front républicain sur la base d'une majorité très fragile au premier tour, qui est à peu près le nombre de voix qu'a eu le Front populaire, le nouveau Front populaire. C'est pas parce qu'il a fait que le nouveau Front populaire doit le faire aussi. Et bien justement, c'est pour ça que la CGT, elle appelle à des méthodes démocratiques, de respect du Parlement, de respect de la démocratie sociale, mais il y a une force qui est sortie en tête, qui doit être respectée, et ce qui est sûr, c'est que les citoyennes et les citoyens veulent du changement. C'est pas possible que ça soit encore un Premier ministre macroniste pour continuer cette politique économique et sociale qui nous a emmenés dans le mur. Hein. Votre message, il est très très clair, mais est-ce que la proximité idéologique que vous avez avec le nouveau Front populaire est importante? Votre rôle est important, Pascal le rappelait il y a quelques instants. Est-ce que vous appelez le nouveau Front populaire à amender, peut-être pas tout leur programme, mais certains points de leur programme, pour justement tenir compte de cette nouvelle Assemblée nationale, de ce message complexe qu'ont délivré les Français? Quand vous les entendez dire, ce sera que le programme, rien que le programme, est-ce que vous les appelez à un peu de négociation? D'abord, je les appelle à se mettre d'accord le plus vite possible sur le nom d'un ou d'une Premier ministre. Alors moi, j'ai pas de candidat, donc c'est simple, mais il faut qu'ils trouvent un nom qui puisse rassembler et qui soit issu de leur rang, parce que c'est logique, c'est légitime. Et puis ensuite, évidemment, qu'il va falloir qu'ils travaillent sur la base de leur programme, un programme de gouvernement, et qu'ils expliquent dans la première année ce qu'ils vont faire et comment, et qu'ils le refassent au vu de la majorité qu'ils ont. Parce qu'on ne peut pas gouverner le pays par décret, c'est évident. Comment vous expliquez le fait que ce nouveau Front populaire est né quasiment en 24 heures, au lendemain du résultat des élections européennes et de la dissolution, qu'il a mis moins d'1 semaine pour bâtir précisément un programme avec une centaine de propositions, et que là, ça fait 5 jours qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour trouver le nom d'un Premier ministre et des 3, 4, 5 grands ministres responsables de l'action de ce futur gouvernement. Comment ça se fait qu'il y ait tant de retard à l'allumage? Écoutez, moi, je ne suis pas dans les conclaves, je ne peux pas vous dire le détail. Ce que j'ai entendu, c'est la même chose que vous, à savoir qu'ils feraient une proposition d'ici la fin de la semaine. Je pense que c'est plus que nécessaire et qu'ils l'ont compris et qu'ils vont faire une proposition. Mais gouverner le pays, c'est sérieux, et donc c'est normal que ça leur prenne un peu de temps de discussion, parce que ce n'est pas seulement un nom, c'est aussi une méthode qui va avec sur comment est-ce qu'ils vont diriger le pays, et avec le Parlement et avec les organisations syndicales. Il y a besoin de démocratie dans le pays, avec un message très simple, on veut du changement, on veut des mesures immédiates
pour changer la vie. 1, l'abrogation de la réforme des retraites. 2, l'augmentation des salaires et du SMIC. Et 3, de l'argent pour nos services publics. Alors, vous ne listez plus, pardon, mais la dernière fois que nous étions vus, vous avez mentionné très rapidement l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Oui. Bon, ça a été suspendu entre-temps, puisqu'on se souvient que Gabriel Attal devait la promulguer avant le 1er juillet, et de son propre fait, là, on le sait, sans l'avis d'Emmanuel Macron, il a décidé de la suspendre. J'imagine que ça vous a soulagé en un sens. C'est une grande victoire des organisations syndicales. Ça fait des mois qu'on se battait contre cette réforme inique. Et donc, il faut qu'elle soit définitivement enterrée, ce qui, je pense, est le cas. Et maintenant, il faut que les organisations syndicales et patronales reprennent une négociation sur la question de l'assurance chômage, en dehors de cette lettre de cadrage qui était intenable et scandaleuse. Donc, avec un tout autre cadrage budgétaire. Le paritarisme, c'est important, le paritarisme, c'est une particularité française que je défends. Mais sur les 1 600 €, si on passe le SMIC à 1 600 €, en fait, on fait passer le nombre de SMICards mécaniquement, parce qu'il y a des gens qui sont déjà à 1 600 €, 17% des emplois salariés du privé à 21 ou 22%. Qu'est-ce qu'on fait, Mme Binet? Il y a 2 millions de SMICards. Il y a 4 millions de gens qui sont entre 1 500 et 1 900. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il faut augmenter tous les salaires. À due proportion. C'est pour ça, en fait, la CGT demande la mise en place de l'indexation des salaires sur les prix pour que tous les salaires augmentent en même temps que ça ne fera pas beaucoup cette année. On va terminer à 1,9% d'inflation. En fait, ce qu'il faut, c'est que l'augmentation du SMIC, elle soit suivie de négociations dans toutes les branches professionnelles pour relever les minima conventionnels partout et faire en sorte que la hiérarchie des salaires, elle suive. Parce qu'effectivement, c'est très important que les qualifications soient reconnues. Et le problème que vit le pays, c'est un énorme déclassement. C'est que on ne vit plus de notre travail, nos qualifications ne sont plus reconnues, il y a une smicardisation du pays. Et donc ce qu'il faut, c'est évidemment augmenter le SMIC parce qu'on ne vit pas avec le SMIC, notamment toutes les femmes qui sont à temps partiel et qui n'ont même pas le SMIC mensuel, elles ne peuvent pas vivre, mais il faut aussi augmenter les autres salaires et pour ça il faut de la négociation collective. Et alors, vous annoncez un rassemblement à l'Assemblée nationale le 18, on sait qu'il y a une grève à l'aéroport de Paris le 17. Est-ce que les JO sont clairement menacés? Est-ce que vous pensez qu'il faut préserver ce moment-là, en sachant que le monde entier va regarder la France? On sait qu'il y a eu beaucoup de négociations en amont, avec des discussions parfois rudes. Qu'en est-il de la situation pour les JO? Pas trêve. Très volontiers. Écoutez, moi, c'est pour ça que j'ai été très choquée par cette décision de dissolution à un mois des Jeux Olympiques et que je pense que cette décision était irresponsable avec cet événement international que la France accueillait, puisque, je l'ai dit dès la dissolution, c'est très grave de risquer soit d'avoir un Premier ministre d'extrême droite, soit de ne pas avoir un gouvernement alors qu'on a un événement de cette ampleur. Donc le problème, il est là. On aura un gouvernement, Madame Binet, enfin celui qui est là va rester en place. Pas la question d'ailleurs, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème, c'est qu'on a un gouvernement qui est totalement illégitime et qui reste pour gérer les JO et qui n'a toujours pas d'ailleurs réglé toute l'intendance. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut une trêve? Écoutez, les mots ont un sens. La trêve, c'est ce qu'il faut à Gaza, par exemple, et c'est ce qu'il faut en Ukraine pour que les armes se taisent. Les conflits sociaux, c'est pas des guerres, ce sont des conflits sociaux sur des revendications sociales. Et donc, ce qu'il faut, c'est que nos revendications soient entendues et qu'il y ait du changement dans le pays et que le respect des urnes soit respecté. Donc pas de pause, pour utiliser un mot qui cadre, pas de pause dans les conflits sociaux et dans le rapport de force avec l'exécutif durant les Jeux Olympiques. Écoutez, à ce stade, nous n'avons pas prévu de grève pendant les JO. Mais si Emmanuel Macron continue à jeter des bidons d'essence sur les incendies qu'il allume... Mais ça veut dire quoi, pour être très concret, Mme Binet? Ça veut dire que s'il n'a pas nommé un gouvernement ou demandé à ONFP de constituer un gouvernement, par exemple, avant les Jeux Olympiques, c'est motif à grève? Il n'y a pas de grève politique dans ce pays. Les grèves, c'est toujours sur les revendications sociales des travailleuses et des travailleurs concernés. Vous et moi, nous savons bien que c'est lié, puisque si demain il y a un gouvernement du NFP, il y aura les mesures que vous appelez de vos vœux. Oui, bien sûr. Mais donc, ce que j'appelle Emmanuel Macron, c'est tout simplement de jouer son rôle d'homme d'État, de prendre acte du résultat des élections. Ce qu'il oublie de faire, et dans sa lettre, et dans sa réaction de dimanche soir, c'est quand même de féliciter les électeurs et les électrices qui ont écarté l'extrême droite. Ça, d'abord, pour lui, on dirait que c'est même pas une avancée, et puis ensuite de prendre acte qu'il a perdu et de demander à la force en tête de constituer un gouvernement. C'est quand même simple. Et puis ensuite, peut-être qu'ils prennent des vacances prolongées, ça nous fera du bien, ça fera du bien au pays. Je n'ai jamais entendu une secrétaire générale de la CGT aussi politique depuis Georges Ségui. Vous faites de la politique, là, hein?
Mais la politique, je pense que toutes et tous, on doit en faire. Oui, la politique, c'est pas l'affaire des hommes et des femmes politiciens, des hommes et des femmes politiques. C'est notre affaire à toutes et tous. C'est une affaire citoyenne. Et donc, effectivement, la CGT, elle s'est toujours préoccupée de politique et elle va continuer à le faire. Mais elle est indépendante, mais pas neutre. Et donc, nous préoccupons de politique parce que, évidemment, il y a des conséquences pour les travailleuses et les travailleurs. Mais encore une fois, on ne le fait pas comme un parti politique. Parce que moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est le casting. Ça, c'est pas mon sujet. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, c'est les politiques publiques pour répondre aux travailleuses et aux travailleurs. Là, on voit qu'on est dans une situation très grave parce qu'on est au bord d'une crise de régime. Et donc, évidemment que la CGT s'y intéresse. Et heureusement que la CGT, elle a pris ses responsabilités dans ces 3 dernières semaines et qu'on est allé au charbon. Nous, on y allait au charbon, affronter le débat dans les entreprises sur la question de l'extrême droite. Et c'est aussi grâce à nous qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Vous pouvez reconnaître à Emmanuel Macron d'avoir réussi à faire l'union syndicale, notamment au moment de la réforme des retraites. Il a réussi, c'était un peu historique, durant des semaines, à vous mettre toutes et tous derrière une même bannière. Et ce sera ma dernière question. Où en êtes-vous de ces relations intersyndicales? Quelle est la nature de vos échanges avec Madame Léon, par exemple, la CFDT? Est-ce que vous voyez toutes et tous encore les choses de la même façon actuellement? Eh bien, les relations sont toujours excellentes et on va communiquer dans les prochains jours ensemble sur nos revendications sociales. Et oui, l'union des organisations syndicales, elle continue parce que nous avons la conscience commune de la gravité de la situation du pays et de nos responsabilités, de notre rôle pour ouvrir des perspectives et pour jouer un rôle de boussole. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir une nouvelle journée intersyndicale, par exemple? Écoutez, on décide ensemble, étape par étape. À ce stade, ça n'est pas prévu, mais on se parle, on échange et on construit ensemble avec évidemment des différences qui restent très importantes de culture, d'orientation syndicale, mais nous sommes en capacité de dépasser ces différences pour nous rassembler sur l'essentiel. Et là, l'essentiel, c'est il faut abroger la réforme des retraites, augmenter les salaires et mettre de l'argent dans nos services publics, sinon on court à la catastrophe. Merci beaucoup Sophie Binet d'avoir été avec nous ce matin.